Bienvenue dans 15 minutes impact. Aujourd'hui, on reçoit Jamila. Salut Jamila. Salut Julien. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer et puis après on verra un petit peu les questions que tu as pour moi aujourd'hui? Bien sûr, avec plaisir. Alors je suis Jamila Théodore, je suis agent mandataire au sein du réseau IAD France depuis maintenant 4 ans. Donc moi je suis une vraie passionnée de l'immobilier, ça fait presque 20 ans que je veux faire ça, donc c'est pas un hasard et c'est pas parce que c'est un métier à la mode. Peut-être que cette année il est un peu moins à la mode. Un peu moins à la mode cette année. Mais voilà, donc c'est une vraie passion. Et au sein d'IAD, on peut également développer une équipe. Donc j'ai une petite équipe de 14 personnes. C'est déjà une belle petite équipe. Oui, mais grande par le cœur et les performances. Ah, ça c'est beau. Ok, super. Et quelle est du coup ta première question? Alors ma première question, elle me concerne vraiment parce que je n'ai aucune appétence pour les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un souffre-douleur, je ne sais pas si ça se dit pour moi. Donc j'aimerais avoir tes conseils pour savoir comment me guérir de ça ou comment fait-on tout simplement pour faire du business sans avoir d'appétence pour les réseaux sociaux. Je vais répondre par une question, à une question, pas une question. C'est pourquoi aller sur les réseaux sociaux pour toi? Pourquoi tu aimerais y aller? Pourquoi j'aimerais y aller? Parce que je me rends compte aujourd'hui à quel point la visibilité est importante. J'étais une anti-réseaux sociaux jusqu'à il y a 4 ans, donc j'ai ouvert un compte Facebook il y a 4 ans, et ce compte Facebook, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, m'a ramené quand même du business. Donc je me rends compte que c'est un vrai vecteur de business. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as besoin justement de plus de business? Est-ce que tu aimerais en faire plus, en tout cas par ce biais-là, et pourquoi tu aimerais en faire plus par ce biais-là? Oui, j'aimerais en faire plus parce que on vit aujourd'hui un contexte immobilier qui est quand même très particulier. Se loger s'ouvre aux particuliers. On a beaucoup de remous au sein de notre métier. Donc oui, je pense que c'est le moment justement de monter en flèche sur ma communication sur les réseaux sociaux. Ok. Et qu'est-ce qui te bloque jusqu'à présent? Pourquoi tu n'y vas pas, on va dire? Je n'y vais pas parce que... alors c'est marrant parce que j'y vais pour faire comme tout le monde. Hein. Je ne sais pas quel est le terme anglophone où on regarde les postes de chacun, mais je n'y apprends rien finalement. Alors je pense que même si je suis loin d'être quelqu'un de timide, mais une forme de pudeur aussi, et je trouve que les réseaux, c'est un philosophe, je ne sais plus lequel, contemporain, qui a dit les réseaux sociaux c'est le voici du pauvre, et c'est pas faux en fait. Donc me montrer pour raconter quoi, je ne sais pas finalement, et voilà, donc je pense que c'est une forme de pudeur. Alors, sur les réseaux sociaux, le meilleur moyen de s'y mettre, c'est de faire des choses qui vont être très simples et qui vont te plaire. Si c'est juste pour mettre le pied à l'étrier. Et en fait, par ce biais-là, c'est le meilleur moyen de connecter avec les gens. Il ne faut jamais perdre de vue l'objectif de ce que sont les réseaux sociaux. Comme je dis toujours, les réseaux sociaux, c'est le bar du coin. L'objectif, c'est de nouer des relations. Pour nouer des relations ensemble, on va trouver des points de similarité. Ça va être très simple. Alors, on va pouvoir parler de n'importe quoi, je ne sais pas, moi, de la vie parisienne, je ne sais pas, tous les sujets qu'on pourra aborder ensemble. Mais on va parler de ces sujets-là. Et le meilleur moyen d'arriver sur les réseaux sociaux, quand on débute et quand on a un petit peu peur de se lancer, c'est de parler de sujets qui nous plaisent et avec lesquels on va pouvoir rentrer en conversation avec les gens. Il n'y a pas besoin de faire des posts très techniques, en fait. Ça peut être un ressenti qu'on partage. Ça peut être un lieu, ça peut être un moment, un instant, un film, un livre qu'on a lu, peu importe. Les portes d'entrée, elles sont extrêmement larges. Il faut pas souvent, tu as dû sûrement en entendre parler si c'est un sujet qui t'intéresse. On dit, ben voilà, il faut définir une ligne éditoriale avec une charte, voilà. Tout ça, c'est très enfermant, c'est très cloisonnant, c'est très gênant. Alors que quand on a besoin de se lancer comme ça et qu'on ne sait pas trop par où commencer, eh ben le mieux c'est de commencer par ce qui nous plaît. Et bizarrement, dans l'immobilier, ce qui va te plaire va plaire aux gens en fait, tout simplement. Ils vont rebondir sur ce que toi tu aimes parce que tu vas donner un éclairage, un angle qui t'est propre. Si par exemple je te demande de me parler de ta soirée d'hier, tu vas m'en parler d'une certaine façon et d'un événement peut-être qui s'est passé dans cette soirée-là. Tu vas me donner un angle qui va me donner envie de réagir et on va créer une conversation comme ça. Ce qu'il faut absolument éviter sur les réseaux sociaux, c'est justement de s'enfermer dans des contenus qui vont être trop éducatifs, trop immobiliers, parce que c'est tout simplement du contenu qui ne plaît à personne. Dans tes 500 amis Facebook, combien de gens ont actuellement un projet de vente ou d'achat? Très certainement, très peu. Donc si tu leur parles d'immobilier tout le temps, ça va les lasser plus que ce que ça va les engager. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est créer du lien, c'est créer des conversations. Et pour ça, il faut faire des choses extrêmement simples. Et si tu as un peu de pudeur, au lieu de commencer directement par des vidéos qui vont être longues, fastidieuses, structurées, etc., soit tu peux commencer en postant seulement des photos et du texte dans les publications et te lancer dans le format vidéo seulement avec les stories.
Comme ça, c'est beaucoup moins engageant. Il y a beaucoup moins la pression de l'esthétique aussi, puisqu'une story, c'est beaucoup plus spontané. Donc ça peut être des petits tips pour passer ce cap de la pudeur. Mais peut-être que la première chose, c'est pour ça que je t'ai posé ces premières questions. On n'a que 15 minutes, donc il faut être concis. Mais c'est vraiment de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Parce que si tu génères... En plus, je sais que tu fais ta meilleure année en temps de crise, donc voilà, c'est pas rien. Mais c'est de se dire, est-ce que vraiment c'est ce que je veux? Et pourquoi je veux y aller? Est-ce que vraiment c'est pour développer un business? Est-ce que c'est par ego, ça peut arriver? Est-ce que c'est parce que c'est la tendance? Est-ce que c'est parce que ça serait bien? Y a pas, je pense que c'est la première chose à définir. Et en général, si le but est clair, les actions que tu vas mettre en place seront beaucoup plus évidentes. D'accord. Merci pour ta réponse, Julien. Autre question, cette fois-ci concernant le développement d'équipes. Donc, comme je te l'ai expliqué, chez IAD, nous avons la possibilité de développer des équipes. Je voulais avoir ton avis sur la manière de développer des équipes, de recruter des candidats, non, des futurs entrepreneurs, puisque c'est le cas, en temps de crise. Quel argument trouver? Pour moi, c'est un des meilleurs moments pour recruter. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment... Alors, ça peut paraître paradoxal, parce que c'est la crise dans l'immobilier, donc les gens pourraient avoir peur du marché. Or, aujourd'hui, on est dans une mutation de l'emploi qui est phénoménale. Je crois que c'est l'année dernière, en août l'année dernière, on a eu le plus de démissions dans l'histoire de France de personnes qui ont quitté le salariat par démission. Donc, ça veut vraiment dire qu'il y a une fuite réelle du salariat. Donc, la période, elle est propice et les réseaux sociaux favorisent aussi cette période-là puisque la mode est à l'entrepreneuriat. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire que recruter dans l'immobilier en cette période peut être quelque chose de très favorable. Là, il y a deux choses qui peuvent t'aider pour recruter en temps de crise. La première, c'est la valorisation de toi et tes résultats. Ça, c'est quelque chose de très important et qu'on occulte très souvent. C'est que ceux qui attirent le plus de gens sont généralement ceux qui font le plus de ventes. Et donc, montrer à la fois les résultats que tu as et ce que ça t'apporte dans ton quotidien personnel, c'est deux moyens d'arriver à fédérer, à donner envie aux gens d'en savoir plus. L'autre moyen, c'est un moyen qui va être, on va dire, beaucoup plus facile à mettre en œuvre. C'est par le lancement d'une campagne qui va être bien structurée, bien préparée. En général, nous, on met à peu près 2 mois pour préparer une campagne comme ça, pour 1 mois de campagne effective sur le terrain, pour essayer de capter un maximum de visibilité, d'attention, de proposer le message de manière adaptée et différenciante de la manière dont on procède d'habitude ou dont les mandataires procèdent d'habitude ou les agences traditionnelles, donc avec une présentation qui va être différente, avec des angles qui vont être différents, avec une présentation qui va peut-être être plus personnelle, plus individualisée et qui va permettre du coup de susciter, là encore une fois, l'envie et de susciter des vocations, quoi. D'accord, c'est très clair. Merci de nouveau pour ta réponse. Une question cette fois-ci concernant la production. Donc oui, en effet, cette année, je réalise une meilleure année que l'année précédente. Alors c'est essentiellement parce que c'est de la recommandation et du coup, ça m'a permis de travailler en mandat exclusif. Néanmoins, j'ai quelques mandats simples. J'ai suivi ta formation sur les mandats exclusifs qui m'ont beaucoup servi. Sauf que cette année, je me suis posé la question et je l'ai testé aussi, de me dire qu'en mandat simple, finalement, c'était peut-être plus simple cette fois-ci, puisque quand tu es en mandat exclusif et que même quand tu es au prix et que tu fais une baisse de prix, pas d'appel, pas de visite, pas de transaction. Du coup, est-ce que tu penses que cette fois-ci, on peut peut-être... Alors en plus, moi j'aime être challenger, donc les mandats simples, ça ne me dérange pas en soi. Est-ce que tu penses qu'on peut challenger aussi nos clients, partir sur un mandat simple, voire même être en concurrence avec eux sur le particulier, chose que j'ai déjà faite? Alors non, moi je déconseillerais toujours le mandat simple. Exclusif? Enfin non, je déconseillerais toujours le mandat simple et j'encouragerais toujours la prise de mandat exclusif, quelle que soit la période. Par contre, évidemment, étant donné le contexte, la qualité numéro 1 de l'agent immobilier, c'est le timing, c'est la gestion du timing, être au bon endroit au bon moment. Si un bien ne se vend pas et si sur un bien on a besoin de faire des baisses de prix successives, ça veut dire qu'on est arrivé trop tôt dans le processus de vente de notre vendeur. Donc, c'est-à-dire que quand on est arrivé, soit il n'était pas assez mature pour entendre, soit son projet n'était pas futur, n'était pas faisable, n'était pas réalisable, soit il n'était pas motivé. Quand on se retrouve face à un client aujourd'hui qui ne coche pas au moins 2 de ces 3 critères, à ce moment-là, il vaut mieux se retirer de l'affaire. Pourquoi? Parce qu'on va laisser les autres se casser les dents. Et ça ne sera absolument pas grave. Plutôt que de récupérer un mandat exclusif coûte que coûte, aujourd'hui, ce qui aurait été le cas pendant les années Covid, là, si on voit que sur 2 critères sur 3 ne sont pas remplis, à ce moment-là, il faut le laisser avec d'autres. D'accord. Et à ce moment-là, ça nous permet de garder un stock de biens exclusifs, mais de qualité, c'est-à-dire avec des personnes qui ont
un réel projet de vente dont les prix seront vraiment ajustés au plus proche du prix du marché. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Il ne faut pas avoir peur justement de refuser là pour le coup et de laisser les autres se faire les dents. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Plutôt que de se dire, bon, je vais récupérer des mandats simples et non, je pense que c'est une mauvaise stratégie parce que ça va faire perdre énormément de temps. Parce que finalement, le temps qu'on va consacrer à ces mandats simples va être très important quand même. Enfin, en tout cas, au moins autant que les mandats exclusifs. Et les chances de vente sont bien moindres. Donc autant se concentrer sur un stock peut-être plus petit, qui sera déjà beaucoup plus dense que ces dernières années. Puisque, voilà, et laisser les autres se dépatouiller avec les mandats simples hors de prix. D'accord. Voilà. La clé, c'est ça. C'est vraiment là, dans cette période-là, et c'est très bien, c'est de se constituer, et la période le permet en fait, de se constituer un stock de biens, de gens plus ou moins motivés, comme on dirait les A et les B, si tu veux. Voilà. Et les laisser de côté. Il n'y a pas besoin de les prendre là, dans une période comme ça. Alors que dans un marché très tendu comme il y a 2 ans, il faut tout prendre. Parce que comme on ne sait pas ce qui peut sortir, tellement que les prix sont fous et que tout s'emballe, le but c'est de tout prendre à n'importe quel prix quand on est dans une période d'euphorie comme on a été ces dernières années. Mais là, aujourd'hui, non. Il faut revenir à quelque chose à un travail de qualité et finalement un peu de malice face aux vendeurs. D'accord. Merci. Autre question, toujours sur le développement d'équipe. Donc, lorsqu'on a une équipe qui est constituée et que face à un contexte tel qu'il est aujourd'hui, lorsqu'on a affaire à des entrepreneurs qui sont, pour une question alimentaire, très clairement, obligés de faire une double activité, comment c'est gérable en termes de management et de dynamisme et de motivation d'équipe ? Être en double activité, ça présente un problème essentiel qui est le facteur temps. C'est une certitude puisque on a peut-être que la moitié de ses journées pour réaliser ses ventes. Donc, qui dit moitié de journée, dit moitié de travail. On a la chance quand on travaille en équipe, justement. Alors, ça dépend où sont tes négos sur quel secteur. Mais si vous êtes à peu près proche, ce qui est intéressant et ce qui pourrait être intéressant pour rapidement sortir les gens un petit peu de leur panade financière, c'est de leur dire de se concentrer, par exemple, que sur la rentrée de mandat et de totalement délaisser les acquéreurs qui seraient repris par d'autres membres de l'équipe qui seraient sur le secteur sur place. Ça favoriserait énormément les partages entre chaque membre de l'équipe et ça permettrait de libérer rapidement du cash pour ceux qui sont en double activité. Donc, au lieu de se concentrer sur tous les pans de l'activité, c'est-à-dire le marketing, les acquéreurs, la vente, le recrutement, le développement d'équipe, des fois, tu as des gens qui sont en double activité qui cherchent encore à tout faire. Non, là, c'est de dire, OK, tu n'as plus le temps, tu vas faire que la moitié du job. Et nous, on va se charger de l'autre moitié. D'accord. On ne va pas le faire gratuitement, puisque c'est normal. Si on a les acheteurs, on sera récompensé pour. Mais au moins, ça permettra de te concentrer que sur un pan de ton activité et de le faire bien. Souvent, les gens qui sont en double activité et qui ont besoin d'avoir une double activité, c'est que leur activité de conseiller IMO ne tourne pas bien. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème aussi de compétences derrière. Et il est beaucoup plus difficile de développer ses compétences quand on fait une multitude de choses que quand on se consacre qu'à une tâche précise. Si, par exemple, en faisant la méthode que je te dis, la personne va donc se concentrer sur 3 points essentiels, la détection des biens, le démarchage et la rentrée de mandat exclusif. Ce qui réduit considérablement ses activités finalement. Et ce qui va lui permettre de monter en compétences beaucoup plus vite s'il se concentre que sur ces 3 petits domaines. D'accord. Enfin, qui sont déjà pas mal, mais voilà, sur ces 3 domaines. D'accord. Autre question, mais qui est un peu plus macro, on va dire. Que penses-tu de l'ouverture de SoLoger aux particuliers pour la mise en ligne de leurs biens ? Eh bien, je pense que c'est même une question qui dépasse l'immobilier. C'est presque une question de société. Non, mais j'exagère pas quand je dis ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'individualisme tue, mais tue vraiment et peut finir par vraiment tuer beaucoup de conseillers immobiliers. Parce que finalement, ce qui pousse SoLoger à faire ça, c'est qu'il sait très bien que les agents immobiliers sont des égoïstes et que du coup, ils resteront tous chez SoLoger parce que le concurrent va y être. Et au lieu d'avoir une forme de solidarité, on se retrouve finalement face à un tyran qui va nous diviser et qu'il va falloir malheureusement rallier parce qu'on n'arrive pas à s'entendre et on n'arrive pas à s'unir et à faire front ensemble. Donc pour moi, c'est une question qui dépasse même l'immobilier parce qu'on retrouve ça dans notre société aujourd'hui et malheureusement, le manque de solidarité nous conduit à payer 1 000 € pour je ne sais pas combien d'annonces, 20 annonces je crois pour chez SoLoger, ce qui est aberrant, et à nous prendre réellement notre fonds de commerce parce que pendant des années, on leur a donné toute la data. C'était couru d'avance, hein. Je veux dire, ça fait des années que tous les professionnels le disent, mais pour autant, personne n'a le courage et le cran
de le faire. Exactement. Et il y a aussi une responsabilité de tous les réseaux de mandataires, de tous les réseaux franchisés et des différentes fédérations de défense de la profession qui n'ont pas su faire front face à ça, bien qu'ils aient proposé des alternatives comme Bien Ici. Bien Ici n'a pas le rayonnement de Se Loger, et donc voilà, ça fait peur à tout le monde. Donc pour moi, c'est le manque de solidarité, et ça dépasse l'immobilier pour moi. Malheureusement, c'est symptomatique de notre société. Et quelle autre solution alternative tu vois? Donc on a des portails qui s'ouvrent aux particuliers, on nous tire dessus à boulet rouge, notamment par rapport à nos commissionnements. Donc voilà, quelle autre solution on peut trouver pour perdurer et pérenniser nos activités? Le problème qu'il y a là, c'est un problème de valeur ajoutée perçue par le client vendeur. Parce que si les agents immobiliers n'arrivent pas à se défaire de Se Loger, c'est parce qu'ils ont peur d'arriver devant leurs clients vendeurs et de dire nous, on n'est pas sur Se Loger. C'est uniquement cette raison-là. Le problème, c'est que les conseillers immobiliers qui avancent cette raison-là et qui n'ont que ça pour défendre leurs intérêts n'ont absolument pas compris leur valeur ajoutée intrinsèque d'agent immobilier, d'intermédiaire entre un vendeur et un acheteur. Et quelqu'un qui a compris ça va valoriser ça auprès du vendeur et n'aura pas besoin, pas plus du Bon Coin que de Se Loger, que des réseaux sociaux pour valoriser son mandat exclusif. Donc la réponse, en fait, elle est là. Elle est en fait un problème de cadrage et d'angle. Si les conseillers immobiliers pensent qu'ils ont besoin de ces plateformes-là pour développer leur activité et avoir des mandats exclusifs, c'est qu'il y a un problème qui est en amont en fait et qui est dans la réelle valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter. Et personnellement, je pense que n'importe lequel de mes coachés aujourd'hui a la capacité de rentrer des mandats exclusifs sans jamais parler des services. Et c'est le but. Parce que si on valorise Se Loger, Le Bon Coin, les plateformes, les visites virtuelles, ce qu'on veut comme service, ça veut dire que finalement, on n'est pas agent immobilier quand on fait ça. On est des communicants, des vendeurs de pub, ce qu'on veut, mais on n'est pas des agents immo. Notre métier, c'est pas de faire de la publicité. La publicité, c'est un moyen pour attirer des gens qu'on va ensuite convertir pour que le vendeur puisse vendre plus vite, plus cher et dans les meilleures conditions. Donc, c'est un problème de cadrage. Quand on en vient à se poser ce genre de questions, c'est qu'il y a un problème, encore une fois, en amont. D'accord. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Jamila. Merci à toi, Julien. C'est très gentil d'être C'est normal.